Cette expérience reste l'un des mystères les plus effrayants de notre vie, et ce n'est pas quelque chose que mon frère et moi pourrons facilement oublier. Je suis maintenant parent de tout petits et d'enfants, et j'ai une histoire étrange qui remonte à l'année dernière. Nous roulions avec mon fils de 3 ans à l'époque, et nous nous sommes arrêtés à un feu rouge à côté d'un cimetière. Soudainement, mon fils a regardé en direction du cimetière et a dit « Il y a des gens qui sont allongés là-bas, et ils ne peuvent pas se lever. » Ma femme lui a demandé ce qu'il voulait dire, et il a pointé du doigt le cimetière en disant « Tous les gens allongés dans le parc sont coincés. » Ma femme et moi nous sommes juste regardés en silence, complètement perturbés. À ce moment-là de la vie de notre fils, il n'y avait eu aucun décès dans la famille, et nous n'avions jamais parlé de la mort avec lui. Je suis encore perturbé quand j'y pense. Dans la maison où j'ai grandi, chaque nuit, vers minuit, de gros bruits de pas retentissaient dans le couloir, comme si quelqu'un marchait lourdement, remontant et descendant plusieurs fois. Je pensais souvent que c'était mon père qui se levait pendant la nuit, alors parfois, je sortais ma tête dans le couloir pour le voir, mais il n'y avait personne, et je l'entendais ronfler dans sa chambre. Ce n'est pas une histoire particulièrement effrayante, mais c'est étrange que tout le monde confirme avoir entendu ces pas et que personne ne semblait vraiment perturbé par ça. C'était comme si ça se produisait depuis aussi longtemps que nous nous en souvenions, alors on s'y était habitué. Je ne me souviens pas vraiment de cela, mais ma mère m'en a parlé. Mon grand-père est décédé quand j'avais 1 an. Avant sa mort, il adorait jouer avec moi et il avait cette façon bien spécifique de me faire rire. La nuit où il est décédé, ma mère a entendu du bruit venant de ma chambre. Elle est donc allée vérifier, pensant que je pleurais, mais ce n'était pas le cas. J'étais là, fixant le plafond, en train de rire de manière hystérique, exactement de la même manière dont mon grand-père me faisait rire. Elle est toujours persuadée que c'était lui qui était venu me dire au revoir. Quand j'avais 9 ou 10 ans, mon père m'a emmené rendre visite à un de ses vieux amis, un compagnon de chasse. Mes parents étaient divorcés et mon père vivait dans une autre région du pays, donc bien que j'ai connu cet homme depuis que j'étais tout petit, je n'avais pas vraiment les mêmes centres d'intérêt qu'eux. L'ami de mon père était vendeur d'armes et avait plein de catalogues, c'était avant que l'Internet ne soit largement utilisé, pour commander des munitions, des chargeurs, des armes, etc., et il passait souvent des heures à feuilleter les catalogues pour choisir ce qu'il voulait commander. Nous sommes arrivés assez tôt et mon père a dit qu'après 1 heure ou 2, nous irions tous à la boulangerie pour prendre le petit déjeuner avant d'aller tirer des oiseaux en argile. J'étais encore un gamin, je n'avais pas du tout d'intérêt pour les armes ou la chasse et j'étais terriblement ennuyé. J'ai donc commencé à me balader dans la maison, à lire les magazines de jeux vidéo que j'avais emportés avec moi, et très vite l'heure ou 2 sont passées, mais eux étaient toujours en bas. Je leur ai demandé s'ils allaient partir bientôt, et l'ami de mon père m'a suggéré d'aller jeter un œil dans le réfrigérateur pour voir si je voulais manger quelque chose. Je regarde dans le frigo et je ne trouve rien, mais sur la table de la cuisine, je vois une pomme et je me dis que ça suffira pour me tenir en attendant. Alors que je prends la pomme et me prépare à la manger, c'est à ce moment-là que la femme de l'ami de mon père entre et me dit « Ne mange pas ça. Tout ce qui est dans le bol est en cire. » Je la remercie de m'avoir prévenu et je continue à me balader dans la maison, tuant le temps en attendant que nous partions. Peut-être une demi-heure plus tard, je retourne dans le sous-sol où ils feuillettent encore les catalogues et je leur demande quand nous allons à nouveau à la boulangerie. L'ami de mon père me demande si j'ai encore faim après avoir fouillé dans leur réfrigérateur. Je lui réponds que j'allais manger une pomme, mais que sa femme m'avait dit que c'était de la cire avant que je fasse l'erreur de la manger. Les deux me regardent d'un air vide et après environ 20 secondes de choc, mon père explique que sa femme est décédée récemment. Je retourne alors dans la maison pour essayer de la trouver et lui montrer qu'il plaisantait avec moi, mais bien sûr, elle n'était nulle part. Environ 30 ans plus tard, avant qu'il ne décède, mon père était toujours persuadé que je l'avais imaginé. Mais je ne l'ai pas imaginé, elle m'a bien dit de ne pas manger ces fruits en cire. Quand j'étais petit,
ma famille vivait dans une maison bleue au design assez étrange. Un an, la maison a été complètement dévastée par une inondation, et presque détruite. Ils ont dû abattre un mur entre le salon et la cuisine. Après l'inondation, on pouvait voir tout le long du couloir jusqu'à la porte de la chambre de mes parents. Cette maison était étrange, pour ne pas dire autre chose. J'étais un mauvais dormeur quand j'étais enfant, et il m'arrivait souvent de me réveiller la nuit et d'aller m'installer dans le salon pour regarder des dessins animés à faible volume si je ne pouvais pas me rendormir. Un matin, je suis dans le salon, assis dans un fauteuil avec mes pieds posés sur la fenêtre. Ne me demandez pas pourquoi, j'étais un gamin de 8 ou 9 ans. Depuis ce fauteuil, je pouvais voir par-dessus le comptoir de la cuisine, jusqu'au couloir menant à la chambre de mes parents. Un mouvement attira mon attention. Je levai les yeux et vis l'ombre d'un homme qui marchait vers moi, à proximité de la porte de la chambre de mes parents. Pensant que c'était mon père, je lui ai dit quelque chose comme « Désolé papa si la télé était trop forte », mon père était un dormeur extrêmement léger, il se réveillait au moindre bruit. Sauf qu'il n'y eut aucune réponse. En quelques secondes, mon pied a fini par traverser la fenêtre. Je ne sais pas si c'est lié ou si j'étais juste un gamin un peu maladroit, probablement la deuxième option, et je criais. Mes parents se réveillèrent en sursaut, cherchant à comprendre ce qui se passait à 4h30 du matin. À ce moment-là, j'étais trop occupé à gérer la situation, mais je me suis rendu compte bien plus tard que j'avais vu l'ombre d'un homme, et il était impossible que ce soit mon père, car il est sorti en courant de leur chambre après mon cri, et je me suis rendu compte que les épaules de cette silhouette étaient bien plus hautes que celles de mon père. Avance rapide jusqu'à quelques années plus tard, nous avions déménagé loin de la Maison Bleue, et ma mère et moi étions en train de discuter et de rattraper le temps perdu. Pour une raison quelconque, la Maison Bleue a été évoquée, et j'ai dit à ma mère que cet endroit me mettait toujours mal à l'aise et que des choses bizarres s'y étaient passées quand j'étais enfant. La réponse de ma mère ? Oh ! Tu as dû voir l'homme de l'ombre aussi. Ce n'est pas vraiment effrayant, mais plutôt inexplicable. J'ai un souvenir de moi, enfant, dans le jardin suburbain de ma grand-mère, avec mon cousin, nous devions avoir 3 à 4 ans, en train de regarder une ligne de manchots dans le jardin voisin. Ils grimpaient sur un toboggan de piscine et glissaient dans la piscine, un par un. Ils nageaient jusqu'aux escaliers, sortaient de l'eau en se dandinant autour de la piscine pour revenir aux escaliers du toboggan et attendaient leur tour pour redescendre. Je n'ai jamais mentionné ce souvenir et, étant donné que c'était tellement improbable, je pensais que je l'avais rêvé ou que je me souvenais mal. Quelques décennies plus tard, je suis allé rendre visite à ma grand-mère, et ce même cousin était aussi là. Nous étions assis à la table de la cuisine, qui donnait sur le jardin. Il y a eu un moment de silence dans la conversation, et nous regardions tous par la fenêtre. Cela m'a rappelé ce souvenir des manchots, alors je l'ai évoqué. Les yeux de mon cousin se sont écarquillés et il a dit qu'il avait le même souvenir, mais, comme moi, il pensait que c'était un rêve. Ma grand-mère a rigolé et a dit, « Eh bien, le voisin qui habitait là avant travaillait au zoo. Ce n'est pas vraiment une confirmation, mais est-ce que cela s'est vraiment passé? Même s'il travaillait au zoo, on ne peut pas juste ramener une douzaine de manchots à la maison, non ? » Quand j'étais jeune, il semble que j'ai eu quelques interactions bizarres avec des animaux. Je savais quand une personne avait des animaux avant même de rentrer chez elle, car ils avaient tendance à venir vers moi avant mes parents. Ce n'était généralement que de petites choses qui étaient probablement explicables, étant donné que j'étais un enfant assez observateur. Cependant, celle qui a marqué mes parents, quand ils la racontent, est survenue lorsqu'on est allé dans un garage pour faire réparer notre voiture. En arrivant, le propriétaire avait un grand labrador noir allongé au milieu du hall. L'homme nous dit que le chien est très à l'aise avec les gens et qu'on peut le caresser si on veut. Je secoue la tête et je dis, il est triste. Mon père me regarde et me demande pourquoi je pense ça. Je réponds, il a perdu sa balle, il est triste maintenant. Mon père m'a dit que le propriétaire est devenu pâle, m'a regardé pendant un moment, puis a tourné le regard vers mon père en disant, il avait une balle favorite depuis 10 ans, et elle est tombée dans les égouts hier. Je n'ai pas pu la récupérer.
J'étais très jeune quand cela s'est produit, donc ce que je me souviens et ce qu'on m'a raconté sont les principaux éléments qui rendent cette histoire effrayante. Ma famille roulait dans les bois du coin, dans la région de New Hampshire et du Maine, en automne, pour admirer la chute des feuilles. Nous logions dans un chalet et nous venions fréquemment dans cette région. Nous revenions de quelque part quand ma mère a commencé à crier après mon père pour avoir arrêté brusquement. Devant nous, sur un chemin de campagne mal entretenu, au milieu des forêts de la Nouvelle-Angleterre, à une heure assez tardive, il y avait un embouteillage avec plusieurs voitures arrêtées dans toutes les directions. Je me souviens de nombreux phares éclatants. Je me souviens aussi avoir vu le visage de mon père alors qu'il se tournait pour voir où il reculait la voiture. Ma mère est devenue complètement silencieuse pendant tout ce temps. Je me rappelle juste mon père dire d'une voix étrangement calme, « Je déteste les embouteillages ». Il a fait demi-tour et a commencé à remonter la route que nous venions de descendre, et nous avons commencé à voir des voitures passer en klaxonnant et en allumant leurs phares. Mon père continuait de conduire, l'atmosphère est passée de « c'était une journée amusante, on doit partir ». Même moi, enfant, je suis passé de l'agitation au silence. Il y avait une lourdeur dans l'air. Des voitures ont commencé à arriver derrière nous en klaxonnant et en allumant leurs phares, et finalement elles ont quitté la route, et nous avons roulé tranquillement jusqu'au chalet. Des années plus tard, enfin, des décennies plus tard, mon père et moi étions en train de boire une bière ensemble. Il me dit, « Tu te souviens dans les bois, là-bas, au nord ? On roulait et on est tombé sur un embouteillage bizarre ?» Je lui réponds, « Oui. » Pourquoi ? Honnêtement, je n'y avais pas pensé depuis cette nuit-là. Mon père reprend, « Eh bien, ta mère et moi étions plutôt sûrs que c'était l'un de ces pièges où ils bloquent la route et essaient de te voler et de te laisser dans les bois, ou pire. Tu ne te souviens pas des voitures qui sont venues derrière nous, essayant de nous coincer ? Ou des voitures qui nous suivaient, klaxonnant, jusqu'à ce qu'on prenne un chemin au hasard ? Je réponds, Ben, un peu, mais je pensais juste que c'était un embouteillage ou que les gens étaient un peu bizarres. Il s'est un peu arrêté de parler à ce sujet et a commencé à dire qu'on devrait planter plus d'arbres dans le jardin, mais des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles, parce que les feuilles, c'est chiant. Il y a environ 5 ans, mes parents étaient assis sur le porche arrière un soir d'été. Du coin de l'œil, ma mère a vu une silhouette translucide, de la taille d'une personne, flotter près d'un arbre. Elle a demandé à mon père s'il l'avait vu aussi, et il a répondu que oui. C'est un homme très dur, mais il était vraiment perturbé, tout comme ma mère, alors ils sont tous les deux rentrés à l'intérieur. Le lendemain matin, ma mère est passée près de l'arbre où ils avaient vu la silhouette, et elle a remarqué un vieux pendentif posé sur la terre. Elle ne porte pas de boucle d'oreille et ce n'était pas le genre de bijou que je porterais. Cela semblait appartenir à une vieille dame, et il avait simplement été déposé là. Ma mère l'a pris et l'a mis dans sa boîte à bijoux. Le lendemain, elle l'a retrouvé au milieu du sol du sous-sol. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à entendre des pas et des chuchotements dans ma chambre au moins une fois par semaine, jusqu'à ce que je déménage. Quand j'étais jeune, je me suis réveillé une nuit en entendant ma mère crier. Fatigué, je n'ai pas réagi, pensant que c'était juste un rêve. Le matin, je lui ai demandé ce qui s'était passé, et elle m'a raconté qu'elle s'était réveillée et avait vu une silhouette sombre debout au pied de son lit. Ce n'est que lorsque mon père lui a dit qu'il n'y avait rien qu'elle s'est calmée et a pu se rendormir. En entendant l'histoire de ma mère, mon père lui a avoué qu'il lui avait menti, qu'il avait vu la même silhouette, mais qu'il ne voulait pas l'effrayer. Des années plus tard, j'ai déménagé dans un appartement. Une nuit, je me réveille pour voir une silhouette sombre au-dessus de mon lit. J'ai fini par crier contre elle, ce qui a fait fuir la silhouette. Mon colocataire m'a dit qu'il m'avait entendu, mais qu'il pensait que je pouvais me débrouiller tout seul. Ce même colocataire et moi avons ensuite déménagé dans un appartement juste en face de celui où nous vivions auparavant. Là encore, j'ai vu une autre silhouette noire courir à travers ma chambre. Finalement, j'ai déménagé une nouvelle fois dans une vieille maison où j'ai vu des silhouettes sombres à au moins 2 reprises. Ma copine est venue vivre avec moi et elle entendait des bruits étranges, sentant qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la maison.
Le chien de mes parents est venu séjourner chez nous pendant leurs vacances, et il était nerveux. Il s'est même installé face à la porte, comme s'il surveillait quelque chose. Peu de temps après, nous avons adopté notre propre chien. Depuis, nous n'avons plus jamais vu quoi que ce soit. Nous avons ensuite déménagé dans une maison neuve et n'avons plus jamais eu d'incident. Une histoire amusante de mon père. Quand il était jeune, il vivait dans une maison qu'il était sûr d'être hantée. Un jour, il est passé devant les escaliers et a levé les yeux pour voir une belle fille de son âge. La fois suivante qu'il a levé les yeux en espérant revoir la même femme, il a vu à la place un grand homme au visage menaçant. Il y a quelque temps, j'ai eu la chance de plonger dans les côtes du Portugal avec un ami, un plongeur chevronné, qui avait accumulé des années d'expérience dans les profondeurs marines. Au début, je n'étais qu'un novice, apprenant les bases de la plongée. Chaque plongée était une nouvelle aventure, chaque plongée un peu plus profonde, un peu plus belle. Mais un soir, alors qu'on venait de finir une longue session d'entraînement, il m'a proposé quelque chose de différent, quelque chose d'un peu plus audacieux. « Et si on plongeait ce soir, dans la nuit ?» m'a-t-il demandé. J'ai hésité un instant. La plongée de nuit, c'est un autre monde, un monde dont je ne connaissais pas encore les codes. La mer la nuit, c'est une immense étendue d'obscurité, un vide qui semble engloutir tout ce qui s'y trouve. Mais après une courte réflexion, j'ai répondu oui, une décision prise sur un coup de tête, un défi lancé à mes propres peurs. Nous avons donc préparé nos équipements dans l'ombre du soir, lorsque la mer semblait encore plus vaste, plus mystérieuse. L'air était calme, l'eau parfaitement lisse, presque comme un miroir. Dès que nous avons plongé sous la surface, le monde a changé. Les rayons de nos lampes de plongée ont transformé l'obscurité en une sorte de théâtre sous-marin. Les poissons semblaient presque fascinés par nos lumières, comme si leur monde tranquille avait été perturbé par la présence de ces éclats lumineux, des flashs d'intrus. Mais c'était beau. Il n'y avait pas de bruit, à peine une vibration dans l'eau. Nous étions là, suspendus entre deux mondes, et chaque poisson, chaque mouvement semblait être chorégraphié, calculé. C'était une sensation envoûtante, presque hypnotique. Mais au bout d'un moment, ce qui avait commencé comme une expérience sereine et agréable a pris une tournure étrange. Un détail m'a fait frissonner, des lumières qui se déplaçaient au fond de l'eau. Au départ, je pensais que ce n'étaient que des poissons bioluminescents, ces créatures marines capables de produire de la lumière. Pourtant, quelque chose dans la façon dont ces lumières se déplaçaient semblait anormal. Elles n'étaient pas aléatoires, elles suivaient un mouvement fluide, presque organisé, comme si elles étaient guidées par une force extérieure. Je n'arrivais pas à en détacher mon regard, et j'ai vu que mon ami semblait lui aussi perturbé, bien que rien ne les laissait transparaître. Et puis, tout à coup, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Un énorme objet métallique est apparu dans l'obscurité, lentement d'abord, puis avec une rapidité qui m'a glacé le sang. C'était quelque chose de grand, de massif, mais difficile à identifier précisément dans l'eau noire. La lumière de nos torchers n'en illuminait que les contours flous. L'objet semblait se déplacer vers la surface à une vitesse vertigineuse, puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il a disparu dans l'obscurité du ciel nocturne, comme s'il montait vers l'infini, une silhouette imposante s'élevant dans le ciel au-dessus de nous. Le temps s'est figé. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, et un frisson glacé m'a parcouru le corps. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je venais de voir. J'étais paralysé par la peur. Mon esprit était en train de faire des allers-retours entre la logique et l'irrationnel, entre ce que je connaissais du monde sous-marin et ce que je venais de vivre. L'idée qu'un objet aussi étrange puisse exister, aussi proche de nous, m'a chamboulé. C'était le moment le plus terrifiant de ma vie. Chaque fibre de mon être me criait de remonter, de fuir, mais je suis resté là, immobile, les yeux rivés vers l'endroit où l'objet avait disparu. Je n'étais plus sûr de rien. Mon ami, qui jusque-là était resté calme et assuré, était aussi sous le choc. Mais il m'a regardé avec une expression qui disait tout, comme s'il venait de voir quelque chose qu'il avait toujours soupçonné, mais qu'il n'avait jamais voulu croire. Il m'a alors rappelé des histoires que l'on m'avait racontées, des récits de pêcheurs locaux,
des légendes qui avaient fait leur chemin jusqu'à moi. Ces pêcheurs parlaient de bases sous-marines, des endroits cachés sous l'eau où des choses surnaturelles, voire extraterrestres, se seraient installées. Ils disaient que des vaisseaux ou des formes de vie venues d'ailleurs se cachaient dans les profondeurs, loin des regards humains. Bien sûr, j'avais toujours pensé que c'était juste des contes pour effrayer les enfants, des histoires inventées pour rendre la mer encore plus mystique. Mais ce soir-là, ce que nous venions de vivre m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir. À cet instant, j'ai compris que ces histoires pourraient bien être réelles. Tout devenait soudainement beaucoup moins rationnel. Les bruits, la lumière, cet objet métallique, tout cela ne semblait plus aussi absurde que j'aurais voulu le croire. Peut-être que, sous les vagues, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, des secrets que la mer garde jalousement. Et je crois maintenant que ce que j'ai vu ce soir-là fait partie de ces secrets. Je ne regarderai plus jamais la mer de la même manière. Quand ma famille est allée dans la région montagneuse de Géorgie, nous avons loué un chalet. Il y avait 2 chambres, alors mon frère et moi avons pris l'une, et mon père a pris l'autre avec sa copine. Je me suis réveillé en pleine nuit et j'ai vu 3 silhouettes dans la pièce, toutes debout à différents endroits, aucun de ces endroits n'étant visible depuis l'entrée de la chambre. J'ai réveillé mon frère et nous avons crié pour appeler notre père, mais lorsqu'il est entré dans la pièce, il a refusé de regarder les silhouettes et nous a juste dit de nous cacher sous les couvertures. Ce n'était pas vraiment confirmé, mais son refus de regarder là où elles se tenaient, malgré nos suppliques, en disait long. Cette histoire nous fait toujours peur, mon frère et moi. Lorsque ma famille a décidé de passer quelques jours dans la région montagneuse de Géorgie, nous avons réservé un petit chalet isolé pour profiter de la tranquillité de la nature. Le chalet était simple, avec 2 chambres, donc mon frère et moi avons pris l'une, et mon père et sa copine ont pris l'autre. C'était un endroit magnifique, loin de tout, idéal pour se détendre. Mais ce qui devait être un séjour tranquille est devenu l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Une nuit, après avoir regardé un film et rigolé autour de la cheminée, nous nous sommes tous dirigés vers nos chambres pour dormir. Je me suis installé dans mon lit, pensant m'endormir rapidement, mais quelque chose m'a réveillé en plein milieu de la nuit. Un sentiment étrange dans l'air, comme une lourdeur invisible. Mes yeux se sont lentement ajustés à l'obscurité, et c'est alors que j'ai vu les 3 silhouettes. Elles étaient là, dans l'obscurité de la chambre, immobiles. 3 formes humaines, debout à différents endroits, mais elles ne se trouvaient pas près de la porte ou de la fenêtre, et leur position était totalement cachée de la vue de l'entrée de la pièce. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je les regardais, trop choqué pour bouger. Elles semblaient être là depuis un moment, mais elles ne bougeaient pas. J'ai eu du mal à respirer, mais j'ai réveillé mon frère en silence. Je l'ai secoué doucement, mais il n'a pas réagi tout de suite. J'ai fini par lui crier, le secouant un peu plus fort. « Réveille-toi !» « Il y a quelqu'un dans la chambre », lui ai-je dit, paniqué. À peine mes mots avaient-ils franchi mes lèvres que les silhouettes ne s'étaient toujours pas déplacées, et nous étions pris dans une angoisse qui montait à chaque seconde. Pris de panique, nous avons hurlé pour notre père, mais nos voix tremblaient. Nous avons crié plusieurs fois, espérant qu'il nous entende. Finalement, il est arrivé en courant dans la pièce, mais il n'a pas allumé la lumière, ni même jeté un regard aux silhouettes. Il s'est contenté de nous dire d'une voix calme, mais ferme, « Cachez-vous sous les couvertures. Ne regardez pas. » Mon frère et moi étions paralysés, ne comprenant pas pourquoi il ne voulait pas regarder ce qu'il y avait dans la pièce. Nous avons insisté, supplié qu'il regarde, mais il a fermement refusé. Il ne voulait absolument pas voir ce qui était là. Son attitude froide et distante nous a complètement déstabilisés. Il nous a dit de nous coucher, de ne rien faire, comme si tout ça n'était qu'une hallucination de notre part, un mauvais rêve. Mais l'atmosphère dans la pièce était trop réelle pour être ignorée. Nous avons finalement obéi et nous sommes cachés sous les couvertures, figés de peur, ne sachant pas quoi faire. Il a quitté la pièce après nous avoir dit de rester calme et de ne pas bouger. Nous avons passé le reste de la nuit, incapables de fermer l'œil, écoutant chaque bruit, chaque souffle de vent qui passait sous les fenêtres. Le matin suivant,
quand nous avons voulu en parler, mon père a évité le sujet. Il a simplement dit qu'il avait trop bu la veille et que nous devions imaginer des choses. Mais la façon dont il avait évité de regarder les silhouettes, et son silence à ce sujet, nous ont laissé un goût amer. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans sa réaction. Depuis ce jour, mon frère et moi n'avons jamais cessé d'en parler. Cette histoire nous hante toujours. La peur que nous avons ressentie, l'incertitude de ce que nous avons vu, et le fait que notre père ait refusé de nous protéger comme il l'aurait normalement fait, ont laissé une marque indélébile dans nos esprits. Nous avons essayé de rationaliser la situation, peut-être étions-nous juste fatigués, ou notre imagination nous jouait des tours. Mais chaque fois que nous en parlons, nous savons au fond de nous que ce que nous avons vu ce soir-là était réel, et que quelque chose de très étrange se passait dans cette maison. Rien n'a jamais été vraiment confirmé, mais cette expérience reste l'un des mystères les plus effrayants de notre vie, et ce n'est pas quelque chose que mon frère et moi pourrons facilement oublier. Quand j'étais chez mes parents, il m'arrivait souvent d'entendre ma mère m'appeler, alors qu'elle ne le faisait pas, et elle m'a confirmé qu'elle entendait aussi mon nom être appelé quand je ne le prononçais pas. C'était un phénomène assez fréquent. De plus, chaque fois que je me retrouvais seul pendant un moment, que ce soit parce que ma mère était en retard du travail ou qu'elle était allée faire des courses, je me retrouvais souvent dans le salon principal, à jouer à la N64. Et il m'arrivait fréquemment d'entendre des bruits de frappe forte venant de l'étage, comme si un meuble lourd venait de tomber. Je montais vérifier, mais rien n'était déplacé. Ma mère et ma grand-mère m'ont toutes les deux confirmé avoir vécu des expériences similaires quand elles étaient seules dans la maison. Il y a aussi eu ce moment où j'étais en bas, sur mon ordinateur portable, alors que tout le monde était déjà au lit. Il était bien après minuit et je ne réalisais même pas combien il faisait sombre autour de moi sans les lumières allumées. J'étais totalement concentré sur mon écran quand j'ai commencé à entendre un murmure venant de derrière moi. C'était comme un faible bourdonnement, comme celui qu'on entend lors d'une réunion quand des gens discutent, mais on ne peut pas distinguer les paroles. Les poils de ma nuque se sont immédiatement dressés et mon corps s'est tendu de peur. Les larmes coulaient sur mon visage, à cause de la réaction physique que mon corps avait. Je refusais de regarder et je suis resté là, fixant l'écran de mon ordinateur en silence. Ça m'a semblé une éternité avant que mon corps ne revienne à la normale. Un peu plus tard, j'ai raconté cet événement à ma mère, et ça l'a vraiment effrayée, car elle m'a dit qu'elle avait aussi entendu ce murmure. J'ai toujours détesté cette maison. Quand j'étais bébé, ma mère a loué une maison auprès d'une amie qui prétendait qu'elle était hantée. Elle ne la croyait pas jusqu'à ce qu'elle entende un jour, alors que j'avais environ 1 à 2 ans, que je parlais dans mon lit à 2 hommes que j'avais dit vivre dans le plafond. Elle pensait toujours que c'était ma sœur aînée qui laissait la télé allumée, pensant que c'était là que les voix venaient, jusqu'à ce qu'elle m'entende répondre dans mon langage de bébé enfant aux hommes. Elle m'a dit que le dernier mois où nous vivions là, quand j'avais un peu plus de 2 ans, elle était dans la salle de bain directement en face de ma chambre quand elle a entendu un homme parler dans ma chambre. Il était tard, je devais être endormi, et ma mère m'a dit qu'elle était restée complètement figée, écoutant. Elle ne comprenait pas ce qu'il disait, puis un autre homme a commencé à parler. Là, elle a eu vraiment peur, priant pour que je dorme et que les hommes ne soient que des intrus qui allaient partir sans me déranger. Puis elle m'a entendu parler et elle a foncé dans la pièce, elle m'a dit qu'elle avait failli casser le bouton de la porte. Quand elle est entrée, il n'y avait rien d'autre que moi dans mon petit lit de bébé. Elle m'a dit que je l'avais regardée avec un air furieux et j'étais en colère. Elle m'a demandé à qui je parlais, et je lui ai répondu, je parlais aux anges. Apparemment, j'étais vraiment en colère et j'ai pointé le plafond en me fâchant contre elle, tu les as fait partir. Je ne me souviens de rien, honnêtement, juste de ce qu'elle m'a raconté. Elle croit à tous ces voyants à la télé et aux fantômes. Moi, j'essaie de ne pas être un idiot et de lui montrer que les voyants sont faux et que les fantômes sont probablement irréels. Ma grand-mère était agent immobilier dans le Rhode Island. Un été, je suis allé passer du temps chez elle et elle a dû m'emmener avec elle pour visiter un bien immobilier potentiel. C'était une maison très étrange, car elle était circulaire.
Toutes les pièces étaient disposées autour de l'extérieur et se connectaient entre elles, et il y avait une partie centrale avec un petit jardin, ouverte au ciel. Elle est montée à l'étage, et moi je suis resté en bas parce que je voulais faire un tour complet de la maison. Le problème a commencé lorsque j'ai fait le tour complet et que je n'ai pas vu les escaliers. Je pensais que j'étais peut-être confus, alors j'ai continué à aller dans la pièce suivante, mais je ne les trouvais toujours pas. J'ai commencé à paniquer, alors j'ai couru dans la maison aussi vite que possible, vérifiant chaque pièce à la recherche des escaliers, mais il n'y en avait aucun. Finalement, je me suis assis près de la porte d'entrée et j'ai commencé à pleurer. Un peu plus tard, ma grand-mère est entrée en courant dans la pièce d'entrée, l'air aussi paniqué que je l'avais été, et elle m'a demandé où je me cachais et pourquoi je ne répondais pas quand elle m'appelait. Mais je ne l'avais jamais entendu m'appeler. En fait, la maison était tellement calme et silencieuse que j'étais persuadé qu'elle m'avait oublié et qu'elle était partie sans moi. Nous sommes rentrés chez nous sans vraiment en parler. Environ 15 ans plus tard, j'ai évoqué cet incident avec ma mère et lui ai demandé si elle savait quelque chose ou si c'était juste un cauchemar d'enfance dont je me souvenais. Elle m'a dit qu'elle s'en souvenait clairement, car ma grand-mère l'avait appelée complètement effrayée, ne pouvant pas expliquer ce qui s'était passé, pensant qu'elle m'avait perdu ou que quelqu'un m'avait enlevé pendant qu'elle était distraite. Elle m'avait apparemment cherché pendant un bon moment. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé, car la maison n'était même pas grande ni compliquée à naviguer. Ça me donne toujours des frissons quand j'y pense. J'ai été élevé uniquement par ma mère. À l'âge de 6 ans, je faisais fréquemment un rêve où j'étais un homme. Je roulais à moto, complètement équipé, le long d'une falaise haute. Ou ce qui ressemblait à une falaise pour moi à cet âge. J'allais trop vite et j'ai fait un virage brusque. En tournant, un semi-remorque sort de nulle part et vient vers moi dans ma voie. Je fais un virage serré pour essayer de me sauver, mais je réalise que je vais tomber du côté de la falaise. Je rectifie ma trajectoire mais finis par glisser sous le semi alors que le conducteur tente de reprendre le contrôle de son propre véhicule. Je sens mon genou heurter le pavé et ma tête cogner quelque chose en dessous alors que je tombe de la moto. Les roues approchent. J'ai cessé d'avoir ce rêve à l'âge de 10 ans et je n'y ai plus jamais pensé. Mais j'avais raconté ce rêve à ma mère au moins 100 fois à ce moment-là. Quand j'avais 17 ans, mon père a enfin été retrouvé par l'agence de soutien alimentaire et nous avons découvert qu'il était l'homme de mon rêve. Il était paralysé de la taille vers le bas suite à un accident qui s'était déroulé exactement de cette manière. Il avait passé quelques années dans le coma, période qui correspondait à celle où j'avais entre 6 et 10 ans. Il n'a toujours rien voulu avoir à faire avec moi et a supplié de ne pas être tenu responsable du paiement de la pension alimentaire. Nous l'avons laissé partir. À ce moment-là, je ne voulais rien de lui. J'étais cependant stupéfait d'avoir pu décrire aussi clairement les événements qui lui étaient arrivés, sans l'avoir jamais rencontré. Quand j'avais environ 11 ans, ma mère et moi faisions un trajet d'environ 40 miles hors de la ville pour un rendez-vous classique chez l'orthodontiste. Le trajet prenait habituellement environ 35 minutes, quelques minutes de plus ou de moins en fonction du trafic. Cependant, cette fois-là, j'étais un peu distrait pendant le trajet, et à notre arrivée, nous avons remarqué « Wow, ça a été rapide ». Nous étions arrivés plus tôt que d'habitude pour mon rendez-vous, malgré le fait que nous partions toujours à la même heure. En regardant l'heure sur l'horloge de la voiture, et en confirmant avec la montre que ma mère portait, nous avons constaté qu'il ne nous avait fallu que 10 minutes pour parcourir un trajet habituel de 35 minutes. Nous n'avons aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ces 10 minutes, et cela ne s'est jamais reproduit. Mais cette expérience nous a laissé avec une sensation très étrange. Nous nous demandons encore aujourd'hui ce que nous avons traversé pendant ce temps-là. Je ne suis pas totalement sûr que cette histoire soit exactement ce qu'on recherche, parce que ma mère me l'a confirmé il y a des années, puis elle a nié quand je lui ai demandé à nouveau il y a quelques mois, mais la voici. Quand j'étais petit, ma commode, assez longue mais assez basse, était contre le mur, avec un des côtés pointant vers ma porte. Cette commode était lourde, en bois ancien, et toute une pile de trucs de gamin bien rangés au-dessus.
Comme elle était dans ma chambre, le sol était recouvert de moquettes. Je dormais toujours avec la porte fermée. Une nuit, sans explication, la commode s'est renversée. Mais au lieu de tomber en avant, elle est tombée à 180 degrés sur le côté, se retrouvant juste devant ma porte, avec tous mes jouets et objets qui se sont répandus sur le côté. Ma mère a couru pour me rejoindre, mais elle n'a pas pu ouvrir la porte car la commode la bloquait. Finalement, en poussant et en tirant sur la commode, elle a pu entrer et la déplacer. Rien n'a été abîmé, pas même les figurines en verre que j'avais. Le lendemain, mon père a aidé à la remettre debout et nous avons passé à autre chose. Des années plus tard, je me suis souvenu de cet incident et j'ai demandé à ma mère, en pensant qu'elle allait me dire que j'avais probablement exagéré et que la commode était simplement tombée en avant ou quelque chose comme ça. Mais non, elle se souvenait aussi de cette nuit-là. Cependant, elle a ajouté un détail que je n'ai jamais pu comprendre. Elle pensait m'avoir entendu sauter sur le lit ce soir-là, et c'est pourquoi elle pensait que la commode était tombée. Mais j'étais endormi, et je n'ai aucune idée d'où ce bruit venait. Je cherchais un costume d'Halloween avec ma mère pour aller à l'école primaire, ce qui était une grande affaire pour moi, car j'avais été scolarisé à la maison au départ. Nous avons passé plusieurs heures à aller dans différents magasins sans trouver quelque chose qui me plaisait. Il commençait à faire sombre, et nous devions rapidement trouver quelque chose et rentrer chez nous. Il y avait un vieux magasin de costumes d'Halloween, un de ces endroits étranges qui sont ouverts toute l'année, et nous avons décidé d'y aller comme dernier recours. Nous sommes sortis de la voiture, avons traversé les portes d'entrée et, à peine 3 pas dans le magasin, j'ai instantanément ressenti tous les poils de mon corps se hérisser. Une pression énorme pesait sur tout mon corps, c'était comme la sensation physique d'être détesté par quelque chose, avec l'envie de me faire du mal et de me faire partir. Mon petit moi de 3e année, je pense que c'était à ce moment-là, s'est retourné vers ma mère et, dans le même instant, elle s'est tournée vers moi. Nous n'avons rien dit, juste tourné les talons après avoir fait à peine 3 pas dans le magasin et sommes retournés à la voiture. Je me souviens d'être monté dans la voiture et d'avoir demandé à ma mère si elle avait ressenti la même chose, et elle a dit qu'elle avait vécu à peu près la même expérience que moi. Nous avons prié ensemble dans la voiture et sommes partis. Pour vous donner une idée, moi, enfant, qui voulais désespérément m'intégrer aux autres enfants avec qui je venais de commencer l'école publique, j'ai volontairement quitté notre dernier espoir de trouver un costume que je pensais m'aiderait à m'intégrer, à cause de la sensation physique d'être détesté que j'ai ressentie en entrant dans le magasin. En tant qu'adulte, je me souviens encore de la violence de ce moment et je commence à me tendre rien qu'en écrivant cela. Finalement, j'ai eu un costume cette année-là. Nous sommes rentrés chez nous, et elle est restée éveillée tard avec moi pour improviser un costume de cow-boy avec des choses qu'on avait à la maison. J'avais un chapeau de cow-boy de mon grand-père, des bottes de cow-boy venant de nulle part, une chemise à boutons que nous avons un peu déchirée pour la rendre plus rugueuse, un bandana rouge vif à nouer autour de mon cou, et un élégant gilet en cuir, fait d'un sac en papier brun de supermarché auquel nous avons ajouté des franges à franges super cool. Je vis en Colombie, et mon père est médecin. Quand j'étais enfant, il était directeur d'hôpital dans des zones rurales très isolées. L'avantage, c'est qu'on finit par s'habituer aux bruits étranges la nuit et aux veilleurs silencieux, principalement des personnes âgées, qui se promènent sans même une lampe de poche. La plupart des hôpitaux où nous avons vécu étaient neufs et bien entretenus, jusqu'à ce qu'on arrive dans une vieille ville du sud du pays, partiellement rénovée, où une grande partie des constructions était l'ancien foyer pour retraités ou sanatorium, si on peut appeler ça un foyer, avec une grande partie de l'endroit complètement détruite, plafond qui tombe, murs brisés, vous voyez le genre. L'un de mes hobbies était de passer la soirée à jouer au domino avec l'infirmière en chef et le veilleur de nuit, et de les accompagner lors de leur ronde nocturne. Une nuit, j'étais avec Pasquale, en train de me promener dans une des vieilles parties de l'hôpital, quand j'ai ressenti l'envie de regarder derrière moi, et là, elle était là, une silhouette grise blanche, fantomatique, devant une pièce barricadée, une pièce qui, honnêtement, m'avait toujours donné la chair de poule. Je me souviens avoir tenu sa main très fort, et il m'a dit, « Ne regarde pas, elle aime effrayer les gens, et si tu la regardes trop longtemps, elle peut rentrer en toi. » À ce moment-là,
j'étais bien plus terrifié par sa calme tranquillité que par le spectre lui-même. Le bon côté, c'est que j'ai fini par avoir le courage de traverser un coin de buisson derrière les constructions où les ambulances se garaient, juste pour éviter de passer près de cette fichue pièce. Quand j'avais 10 ans, je rendais souvent visite à un ami qui vivait à environ 6 km de chez moi. Pour y arriver, je devais marcher à côté d'un immense champ de maïs, avec seulement quelques maisons sur le côté. Après avoir passé un moment chez lui, je devais marcher de retour chez moi. La rue sur laquelle je marchais était presque toujours vide et il y avait rarement des gens promenant leurs chiens ou faisant du jogging, donc j'étais souvent seul, sans personne autour. Les maisons étaient toujours vides, elles semblaient simplement abandonnées, et personne de nouveau ne semblait s'y installer, avec des fenêtres barricadées et des portes toujours fermées. Un jour, je rentrais chez moi et mon lacet se détacha. Je me suis penché pour le refaire. Soudainement, je vois une ombre qui s'approchait de moi. Je me suis rapidement retourné et j'ai vu une vieille dame avec des cheveux noirs courts et le sourire le plus terrifiant derrière moi, tendant la main vers mon épaule, à seulement quelques centimètres de moi. J'ai immédiatement commencé à courir pour sauver ma vie, ne me retournant qu'une seule fois pour la voir encore debout là, toujours avec son sourire maléfique, me fixant. J'ai couru jusqu'à chez moi et je me suis effondré en pleurs en arrivant à la maison. Mes parents m'ont dit que personne ne vivait dans ces maisons. J'ai passé devant ces maisons plusieurs fois au cours des 11 dernières années, mais je n'ai jamais vu personne près de ces maisons à nouveau, et elles sont toujours vides. J'ai des frissons rien qu'en écrivant cette histoire. Quand j'étais enfant, vers 7 ans, mes parents ont acheté une vieille villa des années 1900 qu'ils ont déplacée d'une heure de son emplacement original jusqu'à leur terrain, puis restaurée. Il y avait des colonnes et des arcs décoratifs dans le hall central, des motifs ornés et moulés autour des luminaires au plafond à environ 3 mètres de hauteur, des contrepoids en acier suspendus par des cordes dans les cadres de fenêtres pour les fenêtres à glissière verticale, et ainsi de suite. Quand nous l'avons visitée avant qu'elle ne soit coupée en deux et déplacée, l'endroit était complètement vidé. Les murs, les sols, le toit, et pas grand-chose d'autre n'était resté. Il y avait un vieil homme, probablement dans ses 80 ans, assis dans un fauteuil auprès des fenêtres dans le salon avant. Il était immobile, comme une statue, tenant un journal et m'ignorait quand j'ai essayé de lui parler depuis le seuil de la porte derrière lui. Je pensais que c'était juste un vieux grincheux qui ignorait les enfants, ce ne serait pas le premier que j'avais rencontré. J'ai demandé à ma mère qui il était et pourquoi il était assis là, au milieu de la pièce. Elle m'a dit de ne pas être bête et m'a emmené dans la pièce maintenant vide, ce qui m'a complètement déconcerté. Quelque temps après, une fois installés, les choses sont devenues un peu étranges la nuit. Nous avions une chaudière à eau diesel extérieure pour chauffer l'eau des radiateurs dans chaque pièce. Le système de tuyauterie était sous le sol pour faire circuler l'eau. Chaque nuit, il y avait des grincements, chaque seconde pendant 15 à 20 minutes, comme du bois qui frappe du bois, se déplaçant de pièce en pièce. On m'a dit que c'était la chaleur de l'eau qui chauffait les tuyaux à mesure qu'elle circulait, mais je sais maintenant qu'il fallait au maximum 5 minutes pour que le système passe du froid au chaud, pas un processus long et lent. Le plus étrange dans les grincements étaient les bruits de pas qui allaient et venaient dans le hall, lentement, la plupart des nuits. Clairs comme de l'eau, passant devant les portes mais sans qu'il n'y ait personne pour les faire. Étant enfant, ma sœur, 5 à 6 ans, et moi, 7 à 8 ans, partagions une chambre, et le soir, avant d'aller nous coucher, il arrivait que mon père passe la tête dans l'embrasure de la porte pour vérifier si nous dormions et nous gronder si ce n'était pas le cas. Le Game Boy était plus important que le sommeil, cependant. Nous avions une lampe de bureau dans le hall devant notre chambre pour pouvoir nous déplacer sans allumer les lumières la nuit, etc. Mais cela faisait aussi une silhouette de mon père quand il regardait dedans. Je me souviens de la première fois où j'ai vu l'homme silhouetté debout dans l'embrasure de la porte. Je n'avais jamais ressenti cela, et je n'ai jamais ressenti cela depuis, une peur totale, comme si je ne pouvais ni bouger ni détourner le regard. L'homme était beaucoup plus petit que mon énorme père et plus grand que ma mère, assez petite. Au fur et à mesure du temps, on se réveillait en se sentant observé, et il regardait pendant quelques minutes, généralement de gauche à droite, à travers les deux lits,
et parfois il faisait un signe de la main, comme pour dire « retourne dormir », puis il marchait silencieusement et rigide dans le couloir vers la pièce où j'avais vu l'homme dans le fauteuil. Pendant de nombreuses années, cette pièce était vide, à part un canapé. La chambre de mes parents était plus loin dans la maison. Avec le temps, c'était un peu moins effrayant et parfois, on le voyait du coin de l'œil, à travers les portes, se tenant immobile dans le hall, juste à nous regarder. Cela me glace encore le sang aujourd'hui de penser que tout le monde savait qu'il se détendait et se baladait dans sa maison. Il ne s'est jamais arrêté jusqu'à ce qu'on déménage et qu'on déplace la maison encore une fois, environ 15 ans plus tard. Après notre déménagement, ma sœur a évoqué l'homme dans l'embrasure de la porte quand nous étions enfants, confirmé par mes parents aussi comme l'homme qui gardait un œil sur sa maison. Je n'ai jamais cru aux fantômes, etc., mais il n'y a vraiment aucune autre façon de l'expliquer ou de le rationaliser que de voir et d'obtenir des vagues et tout ça de quelque chose qui semblait exister autant qu'il n'existait pas. Ma mère a eu un stérilet après ma naissance et celle de ma sœur. 4 ans après la naissance de ma sœur, un prêtre au hasard l'a arrêtée dans la rue et lui a dit « Pourquoi arrêtes-tu la volonté de la déesse Durga ? Elle veut t'offrir un fils. » Ma mère était évidemment choquée. Ce n'était pas que ma famille ne voulait pas de fils, parce que, croyez-moi, l'obsession asiatique pour les filles est bien réelle, c'était juste qu'ils ne voulaient pas une autre fille, donc ils n'essaient même pas. Bref, quelques jours plus tard, nous avons eu un kirtan, une sorte de réunion de prière musicale, et l'une des femmes présentes a été possédée par une déesse, ce qu'on appelle Mata Ana en Inde. C'est un peu comme une possession où la personne commence à dire des choses qui ont du sens mais pas vraiment. C'est super effrayant. Cette femme, une inconnue, s'est tournée vers ma mère, lui a tendu une pomme et lui a dit « Mange-la et fais sortir ce truc étranger. Je veux te donner un fils. Comment oses-tu me refuser mon souhait ?» L'incident s'est répandu comme une traînée de poudre. Soudain, la moitié de la ville était intéressée par la vie conjugale de mes parents, petite ville. Mais ma mère n'a pas cédé à ce moment-là. Mes parents ont rencontré un autre prêtre qu'ils considéraient comme leur enseignant. Il leur a dit qu'ils devaient essayer et laisser faire ce qui devait arriver. Eh bien, 1 an plus tard, j'ai eu un frère. Les 9 mois suivants ont été les plus excitants pour notre ville, car nous ne connaissions pas le sexe de l'enfant. Les tests de sexe sont illégaux en Inde pour prévenir le féticide féminin. La lacet de chaussure. Je me suis réveillé un matin et le lacet de l'une de mes baskets avait complètement disparu. Uniquement celui d'une chaussure. L'autre chaussure avait encore son lacet. Je n'enlève jamais les lacets de mes chaussures. Elles étaient juste à côté de mon lit toute la nuit. J'ai toujours été un dormeur extrêmement léger. Le moindre bruit me réveille, mais cette nuit-là, rien ne m'a réveillé. De plus, la porte de ma chambre était fermée, les planchers craquaient chaque fois que quelqu'un marchait dessus, et la pièce était petite. J'aurais forcément remarqué si quelqu'un était entré. Rien d'autre n'avait été dérangé dans toute la maison. Rien n'avait été déplacé ou volé, aucune trace d'effraction. Ma mère n'a rien remarqué pendant la nuit. Elle n'a aussi aucun sens de l'humour. Il n'y avait personne d'autre dans la maison à part elle et moi, et personne d'autre n'avait les clés. Nous n'avions pas de souris, et il n'y avait aucune trace du lacet disparu. Il est absolument impossible que ce lacet ait disparu. Ma mère s'en souvient bien, mais dès que j'en parle, elle ne veut plus en discuter parce que ça la terrifie. Soit quelqu'un est entré dans la maison et n'a rien fait à part prendre un seul lacet de chaussure, soit la maison était hantée et un fantôme l'a pris. Quand j'étais très jeune, peut-être 3 ans au maximum, avant d'avoir des frères et sœurs, j'étais seul, jouant avec des billes, les faisant rouler d'un côté à l'autre sur le sol, et ma bille préférée roula sous le canapé. J'ai tendu la main sous le canapé pour essayer de la retrouver, mais je n'y arrivais pas. Un instant après avoir retiré ma main, une autre main est sortie de sous le canapé, là où la mienne venait juste d'être, tâtonnant comme si elle essayait de me retrouver. Elle était âgée, ridée, et d'une peau très sombre. Elle tâtonnait, puis se rétractait sous le canapé, puis réapparaissait,
poussant avec elle des morceaux de plastique de papier d'emballage. Je suis resté là, à observer à distance, pas exactement effrayé, mais consciente que ce n'était pas quelque chose qui devrait se produire. La main est restée près des déchets un moment, et je me souviens avoir pensé, les déchets sont un appât. Elle veut juste que j'essaie de les prendre pour qu'elle puisse m'atteindre. Puis la main se retira sous le canapé, puis réapparut, repoussant avec elle encore plus de déchets. Je me souviens distinctement d'un paquet jaune en plastique de stylo Bic, avec ce petit logo d'un homme qu'ils ont, faisant partie des déchets que la main m'offrait. Puis, quand je n'ai pas bougé pour prendre les déchets, la main a tout ramassé et s'est retirée sous le canapé. Je suis resté là un moment, attendant que quelque chose d'autre se passe, et quand rien ne se produisit, je me suis levé, suis allé chercher ma mère, et lui ai calmement dit qu'une main était sortie du canapé pour me toucher. Ma mère m'a regardé avec un air confus et m'a assuré qu'il n'y avait certainement pas de main sous le canapé. Elle est retournée dans le salon avec moi et a mis sa propre main sous le canapé pour prouver qu'il n'y avait rien à craindre, ce qui m'inquiéta beaucoup. Puis, quand mon père est rentré du travail ce soir-là, il a soulevé le canapé pour moi et j'ai pu récupérer ma bille perdue, ainsi que plusieurs autres que je ne savais même pas avoir perdues. Les déchets que la main m'avait offerts ne semblaient pas être sous le canapé, de façon étrange. Pendant le reste de mon enfance, j'avais peur des espaces sombres sous les meubles, et je croyais qu'une main pouvait en sortir et m'attraper pour me traîner sous le meuble, sans jamais être revue, mais je pensais que cette expérience avait été juste un rêve très vivant que j'avais fait. Puis, lorsque j'avais une vingtaine d'années, je parlais à ma mère de rêve, et je lui ai mentionné celui-ci. Elle m'a dit que non, ça s'était réellement passé. Elle se souvenait du jour où je lui avais parlé de la main sous le canapé, et elle a dit que, bien qu'elle ait essayé de ne pas le montrer, cela l'avait beaucoup perturbée, car je n'étais pas du genre à inventer des histoires ou à mentir. Elle m'a dit qu'elle s'était assurée que nous jetions ce canapé peu de temps après, car ils l'avaient acheté d'occasion, et le vendeur leur avait dit qu'une vieille femme noire était morte en dormant dessus. Je pense toujours à ça, plus que je ne voudrais l'admettre. Même pour une histoire de fantôme, c'est bizarre, et je n'ai jamais pu l'expliquer. Pourquoi la main m'a-t-elle offert des déchets? Essayait-elle d'être utile? Si elle tentait de m'attirer, pourquoi ne m'a-t-elle pas offert ma bille perdue, pas que je l'aurais prise? Le fait que toute cette expérience se soit produite après que j'ai littéralement perdu mes billes ne m'a pas échappé non plus. Toute cette histoire m'a honnêtement vraiment traumatisé, et je me sens encore très mal à l'aise rien que de l'écrire. Certains de nos amis de la famille possèdent une vieille maison incroyable dans le nord de l'État de New York, qui faisait en fait partie du chemin de fer clandestin. La maison a une tonne d'histoires et de passages secrets partout. Elle est aussi hantée. Chaque fois qu'une nouvelle personne arrive dans la maison, des choses étranges se produisent. Mon cousin a entendu des gens respirer dans sa chambre la nuit lorsqu'il y séjourne, et la dame qui possède la maison doit constamment éteindre la télé parce que le fantôme, qu'ils appellent Morton, du nom d'un des anciens propriétaires qui est mort dans la maison, l'éteint. Le plus jeune fils raconte une histoire où il était assis dans la cuisine et un grand vaisselier, qui était contre le mur où une porte menant au jardin arrière se trouvait, s'est soudainement et silencieusement avancé comme une porte qui s'ouvre. Il a dit que c'était comme si quelqu'un marchait à l'extérieur. Aussi, la plus jeune fille dormait dans une chambre qui avait un trapdoor caché sous le sol, un endroit où les esclaves fugitifs pouvaient se cacher. Plusieurs fois, elle s'est réveillée avec le tapis couvrant la porte qui avait glissé sur le côté, comme si la porte avait été ouverte pendant la nuit. C'est des trucs fous, mais ils disent tous que chaque fois que Morton vient en visite, il ne semble pas malveillant ou en colère. Ils disent qu'il semble juste vivre encore dans sa maison et qu'ils doivent la partager avec lui. Ils y vivent depuis une vingtaine d'années et n'ont aucune intention de déménager, même au milieu de tout ce phénomène surnaturel qui se passe autour d'eux. Ma mère m'a emmené à une fête ou un festival dans les bois quand j'avais environ 3 ou 4 ans. C'était la nuit, et quelqu'un m'a donné un pétard. Je devais probablement le balancer dans tous les sens comme un petit idiot, parce qu'une des étincelles est revenue et m'a brûlé le dessus de la main. J'ai commencé à pleurer, mais il n'y avait vraiment rien que ma mère puisse faire. Un homme plus âgé est venu vers nous et a demandé à ma mère ce qui s'était passé. Elle lui a expliqué,
et il lui a demandé s'il pouvait prendre ma douleur ou quelque chose comme ça. Ce qu'il a dit a un peu déconcerté ma mère, mais elle a dû lui donner son accord. Il a pris ma main brûlée et l'a tenue dans les siennes un moment. Quand il a retiré ses mains, la douleur et la marque de brûlure avaient disparu. Je l'ai remercié, et ma mère lui a demandé ce qu'il avait fait. Il a simplement dit qu'il avait pris ma douleur, puis il a levé sa main. Sur le dos de sa main, il y avait une petite brûlure fraîche. J'ai acheté une cabane au bord du lac il y a environ 20 ans, quand mes 2 enfants étaient jeunes. C'était une petite maison avec 2 chambres et une salle de bain, mais elle avait de belles vues sur le lac et un quai. Bref, comme j'étais divorcé, mes enfants venaient souvent me rendre visite et l'une des chambres était pour eux. Mais voilà, quand ma fille est arrivée pour la première fois, elle ne voulait dormir que dans ma chambre. Et mon fils dormait toujours sur le canapé. Ils jouaient rarement même dans leur chambre. Cela a duré pendant des années, jusqu'à ce que ma fille grandisse, arrête de venir, et que mon fils continue à venir mais à dormir sur le canapé. Même quand il avait des invités qui passaient la nuit, lui et son copain se retrouvaient à dormir dans le salon. Cela ne m'a jamais dérangé, mais un jour, j'ai dû ramper sous la maison, à travers une section de fondation où ils avaient ajouté les 2 chambres. Apparemment, c'était une cabane beaucoup plus petite à l'origine. Bref, je suis sous la maison, lampe de poche allumée, et je vois un étrange morceau de dalle. Je rampe jusqu'à lui et c'est une pierre tombale plate pour un homme enterré en 1932. Elle se trouve juste sous le sol de la chambre de mes enfants. Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle aucun d'eux n'a jamais voulu y dormir. Une chose curieuse. Quand j'étais enfant, ma mère travaillait dans une petite épicerie, et elle y allait avant le petit déjeuner pour acheter des produits frais de la boulangerie lorsqu'elle avait le quart de l'après-midi. Ensuite, elle venait me réveiller pour l'école, et me demandait comment j'avais dormi. Je lui racontais souvent le rêve que j'avais fait cette nuit-là, si j'en avais un. Un matin, je lui ai dit que j'avais rêvé que 2 gars s'étaient introduits dans le magasin et avaient laissé un tournevis rouge par terre. Ma mère a été choquée, parce qu'il y avait effectivement eu un cambriolage la nuit précédente, ce qui expliquait qu'elle n'ait pas pu acheter de quoi faire le petit déjeuner ce matin-là, mais elle ne pouvait pas parler avec la police ou ses collègues à ce moment-là pour obtenir plus de détails. Je suis allé à l'école, ma mère a fait son quart l'après-midi, et le soir, quand elle est rentrée à la maison, elle m'a dit que la police avait effectivement trouvé un tournevis sur les lieux, qui appartenait aux cambrioleurs. Cela s'est passé en Europe, dans une petite ville au début des années 90, sans CCTV, et les cambrioleurs n'ont jamais été attrapés, mais cette expérience est restée vraiment étrange. Le lendemain, ma mère m'a fait remplir un ticket de loterie, mais je n'ai jamais gagné avec et je n'ai jamais fait de tels rêves depuis. Mon père avait un bureau à domicile dans une chambre inutilisée en face de celle de mes parents, où il dirigeait une activité de conseil à temps partiel. Mon frère et moi avions nos chambres à un autre étage et nous n'y allions vraiment que lorsque nous avions besoin d'une agrafeuse ou d'un perforateur pour l'école, très rare. La pièce avait un grand bureau en bois, des classeurs et une grande table sur laquelle il y avait une imprimante, un fax, etc. Un jour, mon père se précipita partout dans la maison, disant qu'il ne trouvait pas son portefeuille. Nous avons tous cherché, vérifiant partout et en nous revérifiant les uns les autres. Nous ne l'avons pas trouvé. Il a vérifié dans les voitures et est allé à son bureau à temps plein pour chercher. Il ne l'a pas trouvé et a décidé de continuer à chercher. 2 semaines ont passé. Il a annulé ses cartes de crédit, ses cartes bancaires, etc. Il se préparait à aller à la DMV pour obtenir un permis de conduire de remplacement. J'avais besoin d'aiguiser un crayon et j'ai utilisé le taille-crayon dans son bureau. Il était sur la grande table près de l'imprimante et des autres objets. En plein devant, là où personne ne pouvait le manquer, se trouvait le portefeuille de mon père. Qui sait où il était pendant ces 2 semaines? Quand nous avons déménagé, ma mère et moi avons ouvert toutes les portes, tiroirs, etc., pour nous assurer de ne rien laisser derrière nous. Quelques semaines plus tard,
le nouveau propriétaire a appelé et nous a dit qu'il avait trouvé une boîte avec nos papiers importants, actes de naissance, dossiers médicaux, leur certificat de mariage, etc., dans une pièce non terminée du sous-sol. Nous n'avions jamais stocké quoi que ce soit là-bas à cause de l'humidité, surtout pas ce genre de documents. Quand j'étais enfant, j'avais le même cauchemar encore et encore, je rêvais qu'un groupe de « méchants hommes » voulait brûler notre petite ville. Ils venaient dans notre quartier la nuit, riaient et criaient « Lequel allons-nous brûler en premier ? Allons tuer des gens, etc. » Et chaque fois, mes parents nous attrapaient, mon frère et moi. On courait en pyjama dans la forêt. C'était terrible. On n'avait rien à manger, il faisait tellement froid. Je racontais ce cauchemar à ma mère quand j'avais 9 ans. Elle est devenue pâle. Elle m'a dit que cela était arrivé à mon grand-père en 1945 en Allemagne. Il avait 5 ans. Après la défaite de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale, des Russes sont arrivés dans le petit village où il vivait. Ils essayaient de tuer tous les Allemands comme punition pour avoir commencé la guerre. La famille de mon grand-père a dû fuir pendant la nuit. Ils ont passé leur première nuit dans une forêt sombre en pyjama. Ils ont dû fuir très vite, ils ne pouvaient rien emporter de leurs affaires. Lui et sa famille ont survécu, ils se sont joints à un groupe d'autres survivants. Cela a été très traumatisant pour mon grand-père. Ils ont marché 30 miles en pyjama pour rejoindre leurs proches, ils n'avaient rien à manger. Ils ont failli mourir de faim. Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas pourquoi j'ai eu ces cauchemars. Personne ne m'en avait jamais parlé. Mon grand-père n'en parle jamais. La ressemblance est tellement étrange. Quand j'étais enfant, j'avais perdu tous mes souvenirs. Selon mes parents, je suis tombé du balcon qu'un nouveau père était en train de construire à l'époque. Depuis le jour où je suis revenu de l'hôpital, j'étais visité par des fantômes la nuit. Il semblait toujours que c'était un esprit en colère qui me détestait, mais je ne savais pas pourquoi cela ne m'arrivait qu'à moi. Le fantôme me faisait peur et me terrorisait au point où je pleurais moi-même pour m'endormir chaque nuit. Et une nuit, je me suis senti tellement impuissant et seul que j'ai crié « S'il vous plaît, arrêtez, je ne veux plus être triste. » Et après cette nuit, tout a cessé. Quelques années plus tard, j'ai commencé à entendre des pas dans ma chambre la nuit, mais je ne l'associais pas à mes expériences précédentes. Et une nuit, je n'en pouvais plus et j'étais sur le point de donner un coup de poing dans la direction du bruit, mais je fus arrêté en plein mouvement. Quand j'ai regardé de côté, j'ai vu un très jeune garçon, environ 4 ans, tout trempé. Cela m'a pris une seconde pour comprendre, mais quand j'ai tendu ma main pour voir s'il était réel, il était solide. Je me suis alors levé et j'ai mis le garçon sur mon lit, je l'ai enveloppé dans une couverture car quand je l'ai pris, il était très froid. Et pendant que je le prenais, je lui posais des questions comme « Qui es-tu ? Comment es-tu entré ? Es-tu blessé ? etc. » Mais tout ce qu'il répétait, c'était qu'il était désolé d'avoir été méchant avec moi, qu'il était juste très en colère contre moi. À ce moment-là, j'étais vraiment confus, alors je lui ai dit de rester calme pendant que j'allais réveiller mes parents. Je suis allé dans leur chambre et je leur ai dit, mais ils avaient un air d'agacement léger sur leur visage. Mais quand je suis retourné dans ma chambre, je suis immédiatement tombé par terre. Le garçon avait disparu. Et pour clarifier, la chambre de mes parents était juste au bout du couloir de la mienne, donc j'aurais vu s'il était parti. Un moment, mes parents ont pensé que j'étais fou, mais ils ont vu ce qui ressemblait à des empreintes de pieds mouillés d'un enfant allant de ma porte à mon lit. Et la couverture était toujours en forme d'une petite personne. Ils m'ont demandé à quoi ressemblait le garçon et quand je leur ai décrit, leurs visages sont devenus tout blancs. Ils m'ont assis dans le salon, ont ouvert un vieux album photo et ont pointé un jeune garçon. C'était lui. J'ai demandé qui il était, car sur la photo, je le voyais jouer avec moi. Ils ont commencé à me dire que c'était mon frère jumeau, qui était décédé il y a de nombreuses années. Et à ce moment-là, tous les souvenirs sont revenus en masse. Je me souviens du jour où il est mort. Nous jouions dans un champ en face de chez moi. Nous nous disputions et je l'ai fait courir à la maison. Au moment où il est arrivé dans la rue,
il a été percuté par une voiture et est mort sur le coup. Je me souviens qu'après, j'ai été très déprimé pendant longtemps, et que j'entendais toujours sa voix dans ma tête. Et puis le dernier souvenir. Le jour où je suis tombé du balcon. Je me souviens avoir entendu sa voix et l'avoir suivi. Quand je suis arrivé sur le balcon, je l'ai vu. Il m'a appelé et je me suis précipité vers lui à toute vitesse. Après que mes parents aient réalisé que j'avais perdu ma mémoire, ils avaient décidé de garder ce qui s'était passé avec mon frère secret pour moi, parce qu'ils pensaient que ce serait mieux ainsi. En gros, quand ma grande-tante est décédée, mon père a hérité d'une tonne d'antiquités et de souvenirs familiaux. Avec cela sont venus des portraits un peu effrayants, dont un que je jurais être hanté. Je l'appelais Tante Jane, et elle était un fantôme gentil. J'avais environ 12 ans à l'époque, ce qui est un peu trop vieux pour des fantômes inventés. Personne ne savait vraiment comment gérer la situation, moi y compris. Quand Tante Jane est arrivée, elle m'a demandé si je pouvais trouver une photo d'elle quand elle était plus jeune et l'afficher quelque part, car elle pensait qu'elle avait l'air trop vieille dans le grand portrait. Mon père pensait probablement que j'étais un peu folle, mais j'étais assez insistante, alors il m'a laissé faire. Nous avons cherché brièvement la photo qu'elle voulait, mais nous ne l'avons pas trouvée. J'ai finalement choisi un autre portrait d'elle. Ce n'était pas le bon, mais je n'avais pas le droit de toucher aux antiquités sans autorisation, donc j'ai abandonné la recherche et ils ont été rangés dans le grenier. 20 ans plus tard, je suis allé rendre visite à mes parents et j'ai ressenti le besoin de monter dans le grenier. J'ai trouvé les boîtes de souvenirs et quelque chose dans mon esprit m'a dit « Tu dois les emporter avec toi, aujourd'hui ». J'habitais dans un appartement et je n'avais pas la place, mais quelque chose m'y poussait. J'ai demandé à mon père si je pouvais emporter les photographies pour les numériser, et il a accepté. Pas longtemps après, je ne me souviens pas du délai exact, mais moins d'un an, une tornade a frappé la maison de mes parents et a arraché le toit, laissant le grenier exposé aux intempéries. Je me suis dit, oh mince, je suis vraiment contente d'avoir pris ces photos, mais je n'y ai pas vu autre chose qu'une chance ou une intuition. Peu après avoir commencé à numériser les photos, elle était là. Je ne peux même pas commencer à décrire l'énorme vague d'émotions que j'ai ressentie quand j'ai vu son visage. Voici la photo que le fantôme de Tante Jane avait demandée. Je me suis dit, sûrement, je dois être folle. C'est probablement juste parce que c'est une dame d'une époque similaire, donc leur coiffure se ressemble. Et puis j'ai tourné la photo pour voir son nom décrit derrière. Plus tard dans la journée, j'ai appelé mon père et lui ai demandé s'il se souvenait du fantôme de Tante. Il m'a dit qu'il s'en souvenait, et que le portrait était toujours là où nous l'avions laissé. Je lui ai demandé de m'envoyer une photo, et bien que le dos de la sienne ne soit pas étiqueté, étant donné qu'il s'agit essentiellement d'un grand bouton épingle, nous pensons tous les deux que c'est la même personne. Qu'en pensez-vous ? Un voisin en face de chez nous a été tué par son mari. J'avais seulement 6 ou 7 ans à l'époque. Je me souviens avoir regardé par le trou de la serrure et l'avoir vue être emportée sur une civière. À l'époque, je ne savais pas qu'elle était morte, j'avais entendu ma mère en parler avec quelqu'un. J'ai fait le rêve le plus étrange, probablement un cauchemar, où un homme qui ressemblait à mon père, pas un homme gentil, et une femme marchaient à travers un labyrinthe entouré de roses. Elle était effrayée et je pouvais entendre sa respiration devenir de plus en plus forte, je savais que je ne devais pas être là. Sa respiration était forte dans mon oreille et je me suis réveillé. C'était effrayant et j'ai eu ce rêve plusieurs fois jusqu'à ce que nous déménagions. Il y a quelques années, j'ai parlé à ma mère et lui ai demandé ce qui était arrivé à la famille. Apparemment, ils sont partis peu de temps après, et tous ceux qui ont vécu là après ont demandé à être transférés après quelques mois à cause des bruits étranges de respiration qu'ils entendaient et des cauchemars que les enfants avaient. Mon père était en fait resté dans l'appartement après une dispute. 1 an ou 2 après le décès de la dame, une autre famille est venue et l'appartement était vacant, donc je pense qu'il est entré, mais probablement que la porte était déverrouillée. Il n'a pas tenu la nuit et ma mère a dit qu'il suppliait presque d'entrer à 3 ou 4 heures du matin. Ma mère a dit qu'il a arrêté de boire pendant un moment après cette nuit-là et a réduit la violence envers elle, mais il ne lui a jamais dit pourquoi. La dame avait été poignardée et était morte lentement.
J'étais en 7e année quand mes parents ont acheté leur premier ordinateur, donc je n'étais pas vraiment tout jeune. Nous vivions dans une petite maison de campagne, alors mon père a construit un bureau dans un coin du sous-sol, dans une des pièces finies, car il n'y avait pas de place ailleurs. La maison avait été construite par mon père dans les années 80, personne n'y avait vécu avant nous. Quand ma mère rentrait du travail, on entendait le bruit de ses clés qu'elle posait sur le comptoir, puis le bruit de ses talons sur le sol de la cuisine. Il nous arrivait fréquemment, à mon frère ou à moi, d'être sur l'ordinateur, cela nous arrivait assez souvent à chacun de nous, et d'entendre ces bruits de ma mère posant ses clés et marchant dans la cuisine, exactement comme lorsqu'elle rentrait du travail. Mais en montant les escaliers pour vérifier si ma mère était bien à la maison, elle n'était pas là. On en parlait à ma mère lorsqu'il nous arrivait cela, et ça s'est produit assez souvent pour qu'on essaie de comprendre d'où ça venait, en vérifiant l'heure à laquelle on entendait ces bruits. Quelquefois, elle nous a dit qu'elle pensait à son travail à ce moment-là et qu'elle avait jeté un œil à l'horloge. Nous avons essayé de comprendre, mais à ce jour, nous n'avons toujours aucune idée de pourquoi ça se produisait en continu. Quelquefois, ma mère a mentionné qu'elle était sur l'ordinateur et qu'elle entendait quelqu'un marcher à l'étage, alors que personne n'était à la maison. Mon père ne permettait pas non plus d'animaux à la maison, donc ce n'était pas un chat qui faisait des bêtises. J'avais 19 ans, je gardais la maison de mes parents au milieu de nulle part pendant qu'ils étaient en voyage. Il faisait un peu froid, c'était la fin de l'automne, et j'étais en pantalon de pyjama, t-shirt et chaussettes en laine. J'avais verrouillé la maison pour la nuit, c'était une petite maison avec 3 portes donnant sur l'extérieur, dont une porte-fenêtre dans la chambre d'amis où je logeais. Je me suis assis dans mon lit vers 20h30 pour lire un livre pendant quelques heures. J'avais à peine lu 4 pages, quand je me suis réveillé en entendant des cris à l'extérieur de la chambre d'amis, frappant à la porte, essayant de rentrer dans la maison. J'étais nu, toutes les portes de la maison étaient encore verrouillées, aucune fenêtre n'était ouverte ou déverrouillée, et la lumière dans ma chambre était toujours allumée. Mes jambes et mes pieds étaient sales et griffés, comme si j'avais couru dans les bois. J'ai dû fouiller dans la poubelle pour attraper un couvercle de boîte de nourriture pour chat afin de casser le verrou et entrer. Quand j'ai enfin réussi à entrer, il s'était écoulé peut-être une demi-heure depuis que je m'étais réveillé, et il était environ 3 heures du matin. Je n'ai jamais retrouvé mon livre ni mes vêtements de pyjama, et je n'ai jamais eu de moment où je ne me souviens pas de m'être endormi ou d'avoir eu un blackout. J'avais mangé à la maison, je ne buvais pas et ne consommais pas de drogue, et je n'arrivais pas à expliquer comment je m'étais retrouvé dehors ni où étaient passées ces 6 heures. Je ne pense pas avoir été agressé sexuellement et je n'avais pas de blessures ni de saignements, sauf les griffures sur mes jambes et mes pieds. J'en ai parlé à ma famille et mon frère, qui était resté dans cette chambre quelques semaines auparavant, a dit qu'il avait vu des lumières étranges à l'extérieur de la fenêtre et qu'il avait entendu quelqu'un frapper à un moment donné, mais il a attribué cela à son imagination et ne l'a jamais dit à personne. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.